Alors aujourd'hui, j'ai passé une journée aux assises à Rennes pour assister à un procès. Donc ce procès en l'occurrence, c'était celui d'un homme qui est accusé de viol commis sous la menace d'une arme, de viol commis sur une mineure de 15 ans, de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par pacte civil de solidarité. Donc on a 4 chefs d'inculpation. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, parce que franchement le droit c'est pas du tout mon domaine. C'est pour ça que j'y suis allée, pour compléter un petit peu mes connaissances à ce niveau-là dans le cadre de mes études. Et donc je suis arrivée, c'était le 6e jour sur 7 jours de procès. Donc autant dire que j'ai raté vraiment beaucoup de choses, et j'ai notamment raté les expertises psychologiques, ce qui me peine, parce que je pense que j'aurais trouvé ça assez intéressant. Donc j'arrive pour la première fois dans cet endroit, et il y a un contraste très très bizarre entre les dorures du plafond, les frioritures partout, le côté vraiment super flamboyant, rococo de cette salle, et puis les horreurs qu'on entend à l'intérieur. Donc en fait, cette journée, c'était la fin des débats. Donc la fin des débats, elle est composée de 3 parties. Le matin, ça a été consacré aux plaidoiries des parties civiles. Donc comme en fait, il y avait 9 victimes qui se portaient partie civile dans ce procès, bah, ça a mis un peu de temps. Il y avait plusieurs avocates, il y en a 4 ou 5 qui sont venues à la barre. Ensuite, l'après-midi a été consacré au réquisitoire de l'avocat général, et puis ensuite à la plaidoirie des avocats de la défense. Donc eux, ils étaient au nombre de 2, un homme et une femme. Donc demain, ça sera la clôture des débats. L'accusé aura la possibilité de faire une dernière déclaration, et puis ensuite les jurés se retireront pour délibérer et puis pour répondre aux questions qui leur sont posées dans le cadre du procès. Donc les jurés, on le rappelle, dans les procès d'assises, ça pourrait être vous ou moi, hein, c'est des personnes qui sont tirées au sort. Donc voilà, pendant 7 jours, elles ont mis un petit peu leur vie entre parenthèses, et puis elles ont assisté tous les jours à toutes les séances, elles ont entendu les experts, elles ont entendu les victimes, elles ont entendu les témoins, elles ont entendu l'accusé qui a pu s'exprimer à plusieurs reprises, et puis bien sûr les avocats, etc. Moi j'ai pu voir aux pauses clopes ces femmes-là, et franchement je tiens à dire d'entrée de jeu que j'ai un profond respect pour leur courage, pas que ce soit pas courageux du tout de décider de ne pas porter plainte, hein. Encore une fois chacun son choix, mais bon voilà, je sais que ça a dû être vraiment hyper dur pour elles cette semaine. À la fois elles étaient super soulagées parce que bah forcément c'est la fin d'un calvaire, ça dure depuis les premiers actes mis en cause, ils datent de 2011, donc on est en 2021, donc ça traîne depuis 10 ans quand même cette histoire. Et puis bon, bien sûr on précise que du coup il y a 9 victimes qui se sont portées partie civile, mais ça veut dire potentiellement un plus grand nombre de victimes qui est plus représentatif sûrement des actes de cet homme. Donc ce qui était bien avec cette matinée, enfin ce qui était bien, on se comprend, mais c'est que il y a eu un rappel des faits en fait. Pendant les plaidoiries des avocates, alors c'était que des femmes, hein. Il y a eu un homme qui était un confrère d'une des avocates et puis qui avait été invité à, comme il connaissait bien les affaires, à partager, mais sinon c'est pas anodin du tout, ces jeunes femmes ont choisi des avocates pour les défendre. Donc ces avocates ont fait des plaidoyers vachement féministes en fait, vachement engagés, voilà, qui prenaient en compte l'actualité, qui prenaient en compte le fait que des idées fortes telles que l'idée que la honte doit changer de camp, bah là elle s'incarnait vraiment dans ce qu'ils étaient en train de vivre, parce qu'en l'occurrence ça a vite été rappelé au cours de la matinée. Cet homme est toujours dans le déni de ses viols. Donc là, 6e jour de procès sur 7, il n'avait pas reconnu les viols, il reconnaissait les violences, mais pas les viols. Donc il reconnaît les violences avec l'arme blanche, il reconnaît les violences, ou en tout cas la relation qu'il a eue avec cette jeune femme qui avait 13 ans à l'époque, alors qu'il en avait 31. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, mais du coup il y a un gros débat entre l'inculpation pour atteinte sexuelle ou l'inculpation pour viol. Donc ce qui est particulier avec cette histoire, c'est que c'est donc un violeur récidiviste, on pourrait même dire un violeur en série, et en fait à la base une première victime est allée porter plainte, et le problème c'est que, comme ça se passe souvent, on a décrété que les preuves n'étaient pas suffisantes,
que son discours était peut-être un petit peu inconsistant, que comme à un moment elle avait accepté des relations consenties avec lui, bah du coup, si elle se plaignait de viol, c'était pas assez crédible. Donc en quelque sorte, on pourrait se dire que si à cette époque-là, il n'y avait pas eu un classement sans suite, il y aurait eu sûrement moins de parties civiles dans la salle à être victime. Mais bon, ça n'a pas été le cas, donc ça a été classé sans suite, et donc il a pu continuer à rencontrer des femmes, notamment sur un site de rencontre en particulier, mais pas que, et puis donc il a pu continuer ses agissements qui étaient vraiment chronicisés, quoi. Il y avait un schéma, on a même parlé à un moment dans les audiences de mode opératoire. Un mode opératoire qui finalement est assez classique, hein, qui est basé sur la manipulation, le fait de choisir des femmes vulnérables qui traversent des difficultés qui les fragilisent, et puis ensuite, bien sûr, une fois que la domination est instaurée, enfin d'exiger des actes sexuels, et puis en cas de refus, de pratiquer un viol punitif. Du coup, le problème c'est que d'entrée de jeu, là, on comprend que malheureusement la reconnaissance que recherchent les victimes ne leur sera pas apportée de la part de l'accusé. Alors l'espoir là, c'est que les jurés fassent ce boulot-là de reconnaissance, d'essayer de lever la honte et la culpabilité que ressentent ces femmes, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, eh bien l'accusé n'était pas prêt à reconnaître les faits. Donc une des avocates a rappelé qu'il y avait 94 000 victimes de viol et que 10% seulement portaient plainte. Donc il y a eu cette femme qui a voulu porter plainte, qui a voulu intenter un procès à l'accusé une première fois, et puis du coup ça a été classé sans suite, et il a fallu qu'il y ait ensuite, plusieurs années plus tard, une deuxième femme qui porte plainte, pour que là une enquête soit lancée. Les enquêteurs ont étudié sans échange numérique que l'accusé avait eu avec des femmes, et puis ils ont procédé à 56 auditions de femmes qui avaient été ses partenaires d'un soir ou de plus longtemps. Sur ces 56 auditions, du coup, au total, 9 femmes ont accepté de se porter partie civile. Alors attention, je dis pas que du coup les 56 ont témoigné d'une agression sexuelle avec lui, hein. Ça, l'histoire le dit pas, ou en tout cas pas aujourd'hui. Mais justement, en faisant ces auditions, ils se sont rendus compte que il y avait beaucoup de femmes qui avaient été agressées par lui, que pour X raisons, elles n'avaient pas voulu porter plainte à l'époque. Et bien sûr, ces raisons sont en partie la honte, la culpabilité de d'avoir accepté une invitation chez lui, ou d'avoir été consentante sur quelques premières relations sexuelles. Et du coup, d'ailleurs, ça a été pas mal souligné par les avocats de la défense. On peut pas parler d'une envie de revanche, on peut pas accuser ces femmes d'avoir eu une soif de revanche et de destruction de sa vie, parce que tout simplement, en fait, elles avaient été que deux à faire la démarche de porter plainte. Les autres ont fini par se constituer partie civile parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas seules, que ce qui leur était arrivé, c'est arrivé à d'autres femmes, et du coup, ces 9 filles-là, elles ont réussi à constituer un petit groupe, à se soutenir entre elles, et puis à traverser ces longs mois, ces longues années de procédure, parce que forcément, elles ont dû raconter leurs histoires, mais plein de fois, à différentes étapes du processus. Et d'ailleurs, c'était vraiment beau, en fait, de voir la solidarité qui était née entre elles. Quand il y en avait une qui commençait à pleurer, il y en avait toujours une à côté pour lui faire un petit câlin de réconfort. Et j'ai trouvé ça fort. Donc le profil de cet homme, de toute façon, avec la date, vous pourrez facilement trouver des articles qui sortiront une fois qu'il sera condamné, donc peu importe son nom là dans la vidéo, mais du coup, il est trentenaire, c'est un ancien légionnaire, un ancien militaire. Il a un passé assez typique malheureusement de violence intrafamiliale, d'addiction, de difficulté à gérer sa rage, sa colère. Mais ça a été un truc qui a vachement été développé pendant la plaidoirie des avocats de la défense. Et malheureusement, c'est dur en fait aussi de compatir quand bien même on aurait envie de le faire, parce que on peut ne pas avoir envie de le faire du tout aussi. Mais cet homme, malheureusement, malgré le fait qu'il ait déjà suivi 3 ans de thérapie pendant sa détention provisoire, il était toujours dans le déni de ses viols. Donc ensuite, il y a eu la pause du midi, et puis ensuite il y a eu le réquisitoire de l'avocat général. Donc c'est lui qui récapitule un petit peu tout ce qui a été entendu de la part des avocats de la partie civile. Et puis ensuite, il fait des demandes aux jurés. Donc il demande,
comment il souhaite que soient considérés les différents actes incriminés, et puis il formule une proposition de peine. Et franchement, son plaidoyer, il était plutôt cool, il était assez flamboyant, enflammé. Moi, je regrette juste du coup que ça a été un homme, parce que là, on avait une équipe de femmes qui avaient déjà commencé un bon argumentaire assez empowering, et c'était vraiment chouette à voir. Mais bon, franchement, je trouve qu'il s'en est vraiment bien sorti, c'était vraiment puissant, et puis il a pas mâché ses mots, j'étais impressionnée. Il est revenu sur le mythe du Don Juan, parce que c'est un petit peu comme ça que s'est présenté pendant les 6 derniers jours de procès l'accusé, en disant qu'il avait voilà un désir sexuel hors norme, que c'était un séducteur, un dragueur, que peut-être il avait été trop lourd, qu'il avait été insistant, que c'était un forceur, mais pas un violeur. Et lui, du coup, il a repris le mythe du Don Juan, il a expliqué que d'ailleurs, il y a bien un passage avec Elvire où Don Juan lui-même n'est pas loin de commettre une agression sexuelle sous la contrainte. Et puis vraiment, il a démonté cette espèce d'argumentaire de séducteur qui ne comprend pas bien les limites, etc. Donc c'était vraiment intéressant. Il faut savoir que les experts psy, il y a eu un expert psychiatre, un psychologue. J'ai pas bien compris exactement leurs conclusions, mais apparemment ils étaient en désaccord sur l'existence ou non d'une pathologie mentale chez la personne en question. Bon, alors revenons sur cette histoire de différence entre atteinte sexuelle et viol. Dans le cas d'une des plaignantes, eh bien elle avait 13 ans au moment des faits. Donc à 13 ans, on parle d'atteinte sexuelle dans tous les cas, c'est-à-dire que si une personne majeure entreprend une relation de nature sexuelle avec une personne de moins de 15 ans, elle tombe sous le coup de ce qu'on appelle l'atteinte sexuelle. Et ça, c'est encore vrai maintenant, hein, malgré les débats qui ont eu lieu récemment. Et donc en fait, après, c'est les circonstances qui qualifient cette atteinte sexuelle d'agression sexuelle ou de viol. Et donc là, je suis allée faire un petit tour sur Légifrance, parce que j'ai pas du tout ces choses-là en tête. Mais l'avocat général a bien insisté sur le fait que la contrainte prévue par le premier alinéa, blablabla, peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits, et de l'autorité de droit, ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. Donc là, en gros, l'idée de l'avocat général, c'était de dire que, étant donné qu'il y avait un ascendant d'âge vraiment très important, de 31 sur 13 ans, cette atteinte sexuelle comprend une contrainte de fait. Et à partir du moment où on mélange une relation sexuelle plus la notion de contrainte, bah on obtient un viol, parce que la définition d'un viol, c'est une relation sexuelle obtenue par la force, la contrainte, la menace ou la surprise. Donc lui, son idée, c'était de dire que, en fait, peu importe si à l'époque, cette jeune fille de 13 ans, quand bien même elle aurait été en capacité, malgré son jeune âge, de décider si oui ou non elle était consentante à ces actes sexuels, eh bien, il existait de toute façon une contrainte en raison de la différence d'âge, et donc il s'agissait pour les jurés, de considérer ce fait-là comme des viols. Des viols, donc, qui sont répétés pendant 6 mois. Et il faut préciser que l'accusé était au courant, d'après lui, au moins depuis leur deuxième rencontre, de son âge. Donc il n'y avait pas de doute là-dessus, lui, il ne niait pas le délit d'atteinte sexuelle. Donc le réquisitoire de l'avocat général s'est terminé sur ses préconisations, ses demandes qui étaient 15 ans de réclusion criminelle, 50 suivis socio-judiciaires, et puis un troisième truc que j'ai zappé, mais bon, le plus important, c'est les 15 ans de réclusion criminelle, c'est-à-dire de prison ferme. Après, libre aux jurés, demain, quand ils vont délibérer, de suivre ou non cette recommandation en fonction de leur intime conviction. Donc ensuite, il y a eu les plaidoiries des avocats de la défense. Donc là, j'avoue que c'était pas le meilleur moment de la journée, encore moins pour les victimes, bien entendu, mais alors pour une féministe ou pour une personne un petit peu normalement constituée, c'était quand même pas très agréable comme moment, parce qu'on a eu droit à des arguments bien foireux. Donc bien sûr, l'avocat a demandé à ce que cette atteinte sexuelle dont je vous parlais ne soit pas considérée comme un viol. Alors là où ça se complique, c'est que les faits ont eu lieu avant 2018, et qu'avant 2018, la loi était un petit peu différente à ce propos. Et il y a eu ce moment très foireux où on a eu l'argument de base qu'on a vachement entendu à propos de la victime, de la jeune victime de Polanski par exemple, et puis bien d'autres, que cette jeune adolescente n'était pas banale, qu'elle était précoce pour son âge, qu'elle était spécialement mature, que même sa mère le disait, enfin bon bref, c'était quand même bien dégueu. Et puis bon, bien sûr, il y a eu un gros passage de victimisation de l'accusé.
en expliquant toutes les violences qu'il avait subies dans son enfance, et puis le fait qu'il était un enfant non désiré, et que son père était un policier, et qu'il avait abandonné sa mère pendant sa grossesse, et comme sa famille était adventiste, du coup elle a pas pu avorter, du coup c'était un petit peu le vilain petit canard de la famille. Pourquoi pas, hein. Enfin, je veux dire, c'est des éléments de contexte, mais bon, c'est... Donc après, il y a aussi eu ce petit moment sympa où l'avocate a blâmé les victimes d'avoir eu une vie cabossée auparavant, voilà, qu'elles avaient déjà été fragilisées, mais du coup, on voit pas trop le rapport avec la choucroute, parce que, enfin, bon, bref... Effectivement, c'était une caractéristique majeure de ces femmes dans le sens où c'est comme ça qu'ils choisissaient ses proies, mais bon, à part ça, ça délégitime pas l'impact traumatisant qu'ont eu ces événements sur leur vie à elles. Puis comme il n'y avait pas de remords en fait à propos de ces viols du coup, et qu'il était jugé pour des viols, bah c'était pas évident pour eux, j'imagine, de baser leur plaidoirie là-dessus. Donc ça a été forcément basé sur la victimisation de l'accusé et puis sur la diabolisation des victimes, classique. Alors j'ai noté des petites phrases comme ça, une rencontre, c'est la rencontre de deux névroses. Dans l'histoire, il y en a un qui était plus névrosé que les autres, mais bon. Le prince charmant n'existe pas plus que les princesses de contes de fées, donc là, pareil. C'est marrant d'ailleurs avec cette phrase, parce que dans la même phrase, on a à la fois la victimisation de l'accusé, et puis la diabolisation des victimes, qui bien sûr ne sont pas des princesses de contes de fées, mais qui leur a demandé ça en même temps? Personne. Combien de femmes n'ont-elles pas déjà un jour simulé pour faire plaisir, et pourtant leurs partenaires n'ont pas été accusés de viol? Donc là, on a une espèce de grosse digression vers un sujet qui finalement n'était pas du tout l'objet central de la thématique. Si tous les hommes de mauvaise foi, plus soucieux de leur plaisir que de celui de leur partenaire, devaient être jugés, nous n'aurions pas fini de plaider et la session serait en continu. Et voilà, toujours la question des vieux démons. Des vieux démons, bien sûr, mais le problème, du coup, la grosse question, c'est, ça fait 3 ans que cet homme est en détention, et qu'il a des soins psychiatriques et psychologiques obligatoires, auquel apparemment il se plie avec bonne volonté, mais enfin 3 ans plus tard, le boulot n'avait pas été achevé en termes de reconnaissance de son crime en fait, ses crimes. Et cette question-là, moi, elle me perturbe parce que je suis pas convaincue de l'utilité de la prison. Je dirais que je suis abolitionniste, mais sans avoir beaucoup bossé la question par ailleurs. Mais en tout cas, je me dis, voilà, 15 ans de réclusion criminelle, a priori c'est ce qu'il va avoir, 20 ans c'est rare. Mais qu'est-ce qui va se passer en fait ensuite pour lui pendant ces 15 ans? Comment on va faire en sorte que quand il ressortira dans 15 ans, il ne mette pas à exécution ses menaces de mort à l'encontre de ses victimes qu'il avait proférées à l'époque, déjà d'une, et puis de deux, qu'il recommence pas en fait tout simplement. Si après 3 ans de thérapie, il arrive à son procès et qu'il est incapable de reconnaître que ces violences étaient assorties de violences sexuelles qualifiable de crime, de viol, et ben ça pose la grosse question de comment on fait pour ces hommes-là pour aller au-delà de la punition et de ce que la prison a de déshumanisant et puis de radicalisant aussi en fait aussi pour certaines personnes. Donc bah j'ai pas la réponse, pas grand monde n'a la réponse, mais c'est une problématique que j'aimerais creuser. Et d'ailleurs, cette journée me conforte plutôt dans l'idée que moi, ça m'intéresse vraiment pas mal, la question de, bah déjà du suivi des victimes, et puis la question de la réhabilitation des auteurs de crimes, sexuels ou non. Voilà, donc sachez qu'un procès aux assises, c'est public, par défaut. Ça peut être en huis clos à la demande des parties civiles, et puis c'est en huis clos en cas d'atteinte aux mœurs, ou je sais plus quoi, bref. Mais sinon, vous pouvez appeler le tribunal dans lequel siège la cour d'assises le plus proche de chez vous, et puis demander si vous pouvez venir en tant que public. Vous passerez sous un portique de sécurité et puis vous serez fouillé, mais à part ça, il n'y a pas de justificatif à fournir. Moi, je trouve ça intéressant de comprendre comment ça se passe. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous raconter parce que j'ai pas été là pendant tout le procès, j'y suis juste allée pour une journée. C'était instructif et j'avais hâte de vous raconter un petit peu à quoi ça ressemble une journée aux assises.